Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui donne souvent des sueurs froides, la mécanique. L'idée, c'est de décortiquer ensemble une méthode claire, un vrai plan d'action pour ne plus jamais être paralysé devant un problème. On va transformer l'angoisse de la page blanche en une série d'étapes logiques et fiables. On a tous connu ça, non? Cet énoncé qui a l'air super complexe, avec des forces, des masses, des trajectoires dans tous les sens, et on se dit, mais par quel bout je prends ce truc? Eh bien, c'est exactement à cette question qu'on va répondre. Et pour ça, voici notre feuille de route. On va décomposer le défi en plusieurs étapes pour le rendre beaucoup plus simple à gérer. On commence bien sûr par le commencement, les fondations. Allez, on plonge dedans. Avant même de penser à écrire une seule ligne de calcul, il y a une mise en place qui est, disons, absolument cruciale. Ces 4 premières étapes, ce sont les fondations sur lesquelles tout notre raisonnement va reposer. Il ne faut surtout pas les négliger. Ici, le mot d'ordre, c'est la rigueur. D'abord, on définit précisément l'objet qu'on étudie. Ensuite, on choisit le point de vue depuis lequel on observe la scène, c'est le fameux référentiel. Troisième étape, on choisit le bon langage mathématique, la base qui va nous simplifier la vie. Et enfin, on fait l'inventaire de toutes, je dis bien toutes, les forces en jeu. Sans ces 4 piliers, c'est simple, la suite ne tiendra pas debout. Bon, une fois que notre base est solide, on passe à la phase stratégique. C'est un peu comme si on était un détective sur une scène de crime. Il faut maintenant choisir les bons outils pour faire parler les indices et comprendre ce qui s'est passé, ou plutôt, ce qui va se passer. Et ça, c'est la première grande question stratégique. Le choix de la base, ce n'est pas juste une question de goût, pas du tout. Il est directement lié à la forme de la trajectoire de l'objet. Un bon choix ici, et les calculs deviennent tout de suite beaucoup plus simples. En fait, c'est assez logique. Pour un objet qui va tout droit ou qui suit une parabole, comme un tir de projectile, la base cartésienne est parfaite. Pour un truc qui tourne en rond, évidemment, la base polaire est la plus intuitive. Et pour un mouvement plus complexe comme une hélice, on passe à la base cylindrique. Bref, la forme du mouvement nous dit quel outil utiliser. Allez, deuxième choix stratégique. Une fois la base choisie, il faut sélectionner le bon théorème énergétique. En gros, il y en a 2 principaux et ils ne sont pas interchangeables. Chacun a son terrain de jeu bien défini. Alors, comment on choisit ? Le théorème de l'énergie cinétique, c'est un peu le couteau suisse. Il marche quasiment tout le temps et il est parfait pour trouver une vitesse à un instant T. L'énergie mécanique, par contre, c'est un outil plus spécifique. Il ne s'applique que s'il n'y a pas de frottement. Son énorme avantage, c'est un raccourci super puissant qui nous dit que l'énergie totale du système ne change pas. Ok, la préparation est terminée, les outils sont sur la table. Maintenant, on passe à l'action. C'est le moment où on va enfin traduire toute notre analyse physique en équation pour décrire le mouvement. La première étape des calculs, c'est d'appliquer la loi la plus importante de la mécanique, le fameux PFD, le principe fondamental de l'aile dynamique. On prend cette loi et on la projette sur les axes de la base qu'on a intelligemment choisi juste avant. C'est ça qui va nous donner les équations qui gouvernent le mouvement. Une fois qu'on a nos équations, le plus dur de la physique est fait. Le reste, c'est du travail de mathématicien. On résout ces équations pour voir comment la position change avec le temps, et la petite astuce finale pour avoir la forme de la trajectoire, c'est simplement d'éliminer la variable temps de nos résultats. On va maintenant faire un zoom sur un sujet qui cause souvent des maux de tête, les frottements. C'est un cas particulier, mais on le rencontre partout dans la vie réelle. Bien comprendre comment modéliser cette force, c'est indispensable. Alors quand un objet est posé sur un support, ce support réagit avec une force, qu'on appelle la réaction R. Et cette force, on peut la couper en 2. Il y a la partie normale, R indice N, qui pousse vers le haut et empêche l'objet de tomber à travers le support. Et il y a la partie tangentielle, R indice T. Et bien ça, c'est notre fameuse force de frottement. C'est elle qui s'oppose au glissement. Et là, les lois de Coulomb nous expliquent qu'il y a 2 cas. Tant que l'objet ne bouge pas, la force de frottement s'adapte pour l'en empêcher. Mais elle a une limite, c'est le frottement statique. Par contre, dès que l'objet se met à glisser, la force de frottement change de nature. Elle devient constante. C'est le frottement dynamique. 2 régimes, 2 équations, 2 comportements bien différents. On a maintenant vu toutes les pièces du puzzle. Il est temps de tout assembler pour construire une stratégie globale, un vrai plan directeur qu'on pourra réutiliser pour n'importe quel problème de mécanique. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Il ne s'agit pas d'apprendre des dizaines de formules par cœur, mais bien d'adopter un processus, une méthode structurée. 1. On pose les fondations. 2. On choisit les bons outils. 3. On exécute les calculs. Cette séquence transforme un problème qui semble chaotique en une suite d'étapes logiques. Et ça change tout. Ce qui nous amène à une dernière pensée. Cette approche, qui consiste à décomposer un problème complexe, à choisir les bons outils et à suivre un plan d'action, dans quels autres domaines de la vie ça pourrait bien être utile ?
Finalement, le pouvoir d'une bonne méthode, c'est d'apporter de l'ordre au cœur de la complexité. Et ça va bien au-delà de la physique.